Je suis donc Yannick Jaffré, je suis professeur agrégé de philosophie à Lyon, en lycée. J'ai publié en 2014 un essai philosophico-littéraire déjà, Vladimir Bonaparte Poutine, essai sur la naissance des républiques. Et j'ai commis tout récemment, publié au 1er juin à la Nouvelle Librairie, cet ouvrage, Paris-Moscou, aller simple contre le féminisme, qui reprend le dialogue entre France et Russie, mais cette fois-ci d'un autre point de vue, celui des mœurs, et tout spécifiquement des relations entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de mots pour exprimer l'indignation que j'ai éprouvée devant cette ignoble agression, on pourrait presque dire cet attentat symbolique et même physique. Non, plus sérieusement, bon, écoutez, c'est d'abord grotesque. Ça démontre l'hystérisation du signifiant qui caractérise le courant néo-féministe, particulièrement chez cette Alice Coffin, mais chez d'autres également, c'est-à-dire qu'un mot, un geste deviennent la métonymie d'une oppression millénaire, tandis que certaines violences bien réelles perpétrées plutôt du côté de la diversité, eh bien, jouissent d'une immunité complète. Donc c'est grotesque. Ce qui serait intéressant côté russe, c'est de demander aux Russes, et particulièrement aux femmes russes, ce qu'elles en penseraient. Je pense qu'elles seraient totalement stupéfaites de voir qu'un geste galant eh bien, peut être pris comme une agression symbolique. Et puis surtout, elles comprendraient l'arrière-plan qui conduit ce joyeux garçon, qui a toute ma sympathie, à avoir fait ce qui est une provocation. Alors une provocation par rapport à l'univers mental et symbolique d'Alice Coffin, c'est-à-dire par rapport au délire néo-féministe, pétri, je dirais, traversé, énervé de haine de l'homme, de misandrie ou d'androphobie, qui conduit à penser que le mâle blanc hétérosexuel est la source de tous les maux. Et on peut dire là, puisque cette jeune femme, l'agressai-je, en la qualifiant ainsi, a publié tout récemment un ouvrage qui s'intitule « Le génie lesbien », et bien que ce génie lesbien manque de deux choses fondamentales, l'élégance et l'humour. Parce qu'il me semble que la révolution libertaire de 68, qui va avoir des destins variés, je pense qu'on y reviendra, introduit véritablement une rupture dans les mœurs et dans la grammaire qui permet aux deux sexes de se rapprocher, de dialoguer, de rire et de s'unir pour finir, puisque c'est le but. Et de ce point de vue-là, la France des années 50-60, qui au passage est parfaitement documentée à travers ma grand-mère qui est encore là, à travers les films, les documentaires, les livres, et je n'entends pas me laisser intimider par un courant néo-féministe qui prétend relire l'histoire quasiment depuis le néolithique sous le seul prisme de l'oppression masculine, sans jamais s'astreindre à la charge de la preuve, et qui voudrait voir dans tous les systèmes culturels, enfin tout particulièrement l'occidental, l'expression de cette volonté expresse de domination d'un sexe sur l'autre, du sexe masculin sur le sexe féminin. Je n'entends pas prendre leur leçon. De ce point de vue-là, la France des années 50-60 et peut-être encore un peu 70 est parfaitement connaissable. Et oui, en Russie, j'ai trouvé des points communs. Ce mélange de modernité et de classicisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les formes les plus, pour le coup, oppressives de la tradition, qui séparent les sexes, qui voilent les femmes, qui les relèguent purement dans l'ordre domestique. Les femmes sont là, visibles, apparentes, et quel spectacle que les femmes dans les rues de Moscou aujourd'hui, probablement assez approchant pour ce que j'en ai vu avec le spectacle de la Parisienne dans les années 50-60, qui était un modèle mondial. Eh bien effectivement, j'ai trouvé une tonalité parallèle, avec naturellement des différences majeures. J'ai eu l'occasion de dire, et j'écris dans le livre, que les Russes ont sans doute moins de cet humour français si particulier, si virevoltant, si intégré au quotidien, qui introduit des ruptures comme ça. L'humour est un peu plus séparé en Russie, elles vivent davantage au premier degré. Mais ce premier degré est en même temps, je dirais, la marque de leur probité. Il n'y a pas ce sarcasme, vous voyez, quotidien, Canal+, la Yann Barthès, dont on souffre depuis ma génération, d'ailleurs, depuis les années 80-90, c'est l'esprit Canal. Bon, ça, on ne le trouve pas en Russie, et ma foi, c'est reposant. Donc voilà, il m'a semblé que faire dialoguer cette féminité proche et qui s'efface peu à peu, mais dont il reste des traces vivantes en France, avec cette féminité, je dirais, triomphante en Russie, dans la Russie de Poutine, m'a paru un angle pertinent.
Parce que, encore une fois, oui, là je le dis rapidement, on ne choisit pas ces thèmes, on est choisi par eux. Et effectivement, il y a beaucoup de publications et beaucoup de vidéos sur le thème des relations hommes-femmes, mais parce que précisément l'accélération du néo-féminisme, la radicalisation MeToo balance ton porc, eh bien place cette question au centre des préoccupations des Français, et pas simplement des préoccupations intellectuelles, hein, puisque c'est pour ça qu'il y a pas mal d'anecdotes dans le livre. Il me semble que c'est un enjeu aussi très très charnel, très incarné, qui n'appelle pas un traité purement désengagé et abstrait, mais véritablement bah oui, un angle littéraire et existentiel. Alors il faut distinguer, dans ce passage je vise précisément quelque chose qui est plus ancien que, disons, la dilection particulière de certains patriotes français pour la Russie en particulier, le monde slave en général. Ça remonte au 19e, au romantisme. Et ça participe d'une xénophilie beaucoup plus large. On connaît l'orientalisme, hein, qui se manifeste, d'ailleurs il y a de beaux résultats en peinture notamment, un peu moins en littérature à mes yeux, au 19e siècle. Et c'est plutôt cette xénophilie française que je pointe. En revanche, il est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, un grand nombre de gens, hommes et femmes, mais hommes surtout, regardent vers l'Est pour y trouver précisément cette modernité classique qui en prend un coup, je dirais, ou en prend un nouveau coup chaque année, chaque mois, chaque semaine, peut-être chaque seconde, en France et plus généralement en Europe de l'Ouest. Alors écoutez, moi j'aurais deux choses à dire là-dessus. D'une part, si j'envisage pour moi-même une installation en Russie, c'est au terme d'un long parcours, j'aurai bientôt 50 ans, et donc je n'en fais pas une doctrine, surtout pas une doctrine à l'attention ou à la destination des plus jeunes parmi les patriotes. Ils feront bien ce qu'ils veulent, mais je déconseille oui, les charmes de l'éloignement et par conséquent l'idéalisation qui s'ensuit. Je pense que la Russie gagne à être connue, beaucoup plus qu'imaginer ou idéaliser. Alors de mon côté, moi je ne suis pas un touriste puisque je parle la langue, j'y ai des amis, mon épouse est russe, je connais l'histoire et la littérature russe aussi bien qu'on le peut. Donc voilà, il ne s'agit pas ici d'un exotisme, voilà, je cherchais le terme. Un romantisme, exotisme, idéalisation, c'est-à-dire que l'herbe est vraiment totalement plus verte ailleurs. Donc je ne crois pas qu'une francophobie généralisée soit de bons conseils pour eh bien, envisager, je dirais, sa relation avec les pays de l'Est, les pays slaves, la Russie en particulier. Bon, en revanche, puisque j'ai écrit ce livre d'intérêt commun entre nos deux pays et qu'effectivement je trouve en Russie un système de mœurs, comme disait Hegel, beaucoup plus vivant, substantiel et vital qu'en France, eh bien je ne dirais pas qu'il n'y a pas en Russie quelques beautés et même quelques substantialités qui méritent précisément eh bien, qu'on la découvre naturellement. Du point de vue qui m'occupe, c'est-à-dire le point de vue des relations hommes-femmes, oui, c'est mieux en Russie aujourd'hui qu'en France. Voilà, pour le dire très simplement. Il n'y a pas ce brouillage de la grammaire, disais-je tout à l'heure, ou des rites, des symboles qui permettent aux hommes et aux femmes de se rencontrer. Donc, pas d'idéalisation. D'ailleurs, vous savez, les Russes n'aiment pas tellement être idéalisés. Hein. Ils aiment être connus. Voilà. Et bah, quand on les connaît, on leur trouve des défauts, et puis on leur trouve aussi d'immenses qualités. Bon, moi j'ai la nostalgie de la France, déjà une nostalgie culinaire quand je suis en Russie, et puis il y a cet humour inégalable. Je dirais, il y a peut-être nos voisins anglais hein, qui ont un humour comparable, aussi virevoltant et inclus dans la vie. Voilà, mais pour achever de vous répondre, pas d'idéalisation, une connaissance, et puis ensuite chacun se détermine en fonction de ses attaches avec la France et de sa situation personnelle, familiale, sociale, économique. Oui, alors, le plus rapidement possible, le premier féminisme, et c'est je pense un des angles originaux de mon ouvrage, eh bien c'est le féminisme puritain, victorien, essentiellement anglo-saxon, entre Allemagne, Suisse, Angleterre, États-Unis, qui part en guerre contre les vices tels que l'alcoolisme, la pornographie, la masturbation, le tabagisme, la prostitution, etc., qui, quoi qu'on en veuille et quoi qu'en disent les théoriciens du genre, sont des vices plus prioritairement masculins
masculin, en tout cas consommé plus prioritairement par les hommes que par les femmes. Elles vont, ces ligues de vertu et de tempérance, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, eh bien, opérer une sorte de greffe avec les premières associations droits de l'homiste, généralement plutôt protestantes, et j'y vois là le premier féminisme actif. Il y a ensuite le féminisme républicain qui en réalité ne procède pas de la Révolution française, pas directement. L'extension de l'égalité civique aux femmes prendra à peu près un siècle et demi, puisqu'on sait que le droit de vote est accordé en 1945, mais bon, il y a déjà l'accès au concours, je dirais, dès le début du XXe siècle, donc on étend là le principe civique. Il y a ensuite le féminisme, je dirais, de racines économiques. Alors là, il y a deux branches. Il y a le féminisme socialiste, qui va s'exprimer dans les 10 premières années de la révolution bolchevique, qui donnera lieu à des réformes sociétales, dirait-on aujourd'hui, plutôt d'avant-garde, mais qui va très rapidement refluer sous la réaction stalinienne, et c'est ce qui fait que finalement le socialisme réel, comme on dit, a plutôt gelé les mœurs classiques qu'il ne les a révolutionnées, sauf dans les années 20 en Russie. Deuxième féminisme lié à la structure économique, et quatrième nuance de féminisme, disais-je dans le livre, eh bien c'est le féminisme, disons, de consommation qui va prendre une forme libertaire à partir des années 60-70. On célèbre plutôt le plaisir de consommer que la gloire de produire, ça c'est plutôt du côté du socialisme soviétisant. Et à ce féminisme libertaire va succéder le néo-puritanisme féministe, je dirais qu'il s'agit quasiment d'un libertarisme répressif. Alors c'est paradoxal, mais ça veut dire que, en substance, la sexualité féminine est exaltée, ceci est mon corps, je suis la propriété de moi-même, l'individualisme étant le point commun entre les deux féminismes, mais c'est un féminisme de séparation et même d'hostilité à l'égard des hommes. Et puis enfin, c'est l'objet central de mon livre, ça j'y tiens vraiment, il y a le post-féminisme, ce que j'appelle le post-féminisme, ou féminisme de confort, pour être peut-être un peu plus clair et moins abstrait. C'est-à-dire que des féministes militantes en France et en Europe, on n'en trouvera pas de majoritaires. C'est-à-dire que si on interrogeait la totalité de la population française, si c'était possible, mais enfin, il y a des sondages qui le montrent, par extension, eh bien, très peu de femmes se diraient ultra-féministes. Vraiment au sens des mouvements radicaux, MeToo, Balance ton porc, LGBT, etc. Sauf qu'il y a un effet de buvard. C'est-à-dire que cette radicalité, les minorités agissantes qui font, sinon toute l'histoire, du moins une partie décisive de l'histoire, eh bien entraînent le reste de la population féminine, si je puis dire, dans son sillage. Et le paradoxe, c'est que ce féminisme de confort, eh bien, veut les attributs de l'homme classique, comme les Russes, qui n'ont aucun complexe avec ça, c'est-à-dire protecteur, viril, prêt à porter quelque chose de lourd, comme dit l'immortel OSS 117, mais elles ne lui rendent pas tous ses attributs, ou elles sont capables de les lui contester dès que, je ne sais pas, madame n'est pas contente, dès qu'il y a une querelle de ménage, ou dès qu'on divorce, alors là, on y va, pervers narcissique, oppresseur, etc. Et là, on rapatrie tout le vocabulaire du néo-puritanisme d'hostilité entre les sexes, et c'est ce qui fait que les Françaises contemporaines, en tout cas dans les centres-villes, ont quelque chose d'assez difficile à supporter, parce que précisément, elles sont dans une sorte d'égotisme, moi, et puis en même temps, on est dans le double standard permanent, elles peuvent très bien punir un homme de ne pas avoir été assez viril, et puis le lendemain, elles le puniront de l'être trop. Bon, voilà, c'est cette situation-là que j'ai véritablement voulu pointer dans ce livre. Parce que il est l'extension d'un principe d'égalité civique dont je ne vois pas de raison suffisante pour le contester, qu'ensuite il est le socle commun de tous les pays européens, Russie comprise, de Brest à Vladivostok. Mais ce qui m'intéresse, c'est que sur ce socle égalitaire, civico-égalitaire, si vous voulez, commun, eh bien, différents systèmes de mœurs, finalement, continuent de vivre, et très différents, et même absolument contrastés. Et ce contraste est au cœur de mon livre. Oui, bon, l'extension de l'égalité républicaine aux femmes, c'est-à-dire le droit de vote, l'accès aux concours et aux fonctions, n'a rien qui soit pour me choquer. Au contraire, il me semble que c'est une extension qui a toute sa légitimité. Faut-il d'ailleurs parler de féminisme républicain? Moi, je pense qu'il s'agit d'un principe républicain, voilà, qui est étendu, qui s'universalise.
qui finalement recouvre l'universalité de la population. Donc passant sous le dôme des lois et des institutions, eh bien, les hommes et les femmes suspendent leur différence sexuelle, mais ils la suspendent, ne la détruisent, ni ne la déconstruisent d'ailleurs, hein, on y viendra peut-être. Il me semble qu'il n'y a pas de relation mécanique entre le système juridique, là je m'éloignerai d'ailleurs peut-être de certains critiques de la Révolution française et de la modernité comme ça en bloc, il me semble que ce principe de l'égalité civique n'entraîne pas mécaniquement la destruction des mœurs galantes, la grammaire symbolique classique qui permet aux hommes et aux femmes de se plaire et de se rencontrer, de se réunir. Ça, je ne crois absolument pas du tout. Ce serait une sorte de marxisme juridique, donc pas de marxisme au sens rigoureux du terme, qui verrait une relation mécanique entre un principe juridique, l'égalité civile, et le brouillage, voire la destruction de la relation entre les sexes. Alors là, c'est une analyse qui est assez délicate à produire. Enfin, je vais m'y essayer. Il me semble qu'on comprend certains mouvements historiques en identifiant leur ennemi commun. Je veux dire par là que le libertarisme, le féminisme libertaire des années 70, avait tout de même une cible, le patriarcat, l'autorité des pères. Et il s'agissait donc de libérer la sexualité. Je crois que surtout on a sexualisé la liberté, mais ça, c'est une autre question. Et par conséquent, pendant quelques années, peut-être 10 ans, 15 ans, eh bien, les femmes étaient quasiment enjointes de jouir sans temps mort ni entrave, ou sans entrave ni temps mort, c'est-à-dire de se livrer à une sexualité débridée, à rompre avec les vieux dogmes de la fidélité bourgeoise, etc. Bon, alors elles s'y sont livrées, ça a sans doute rendu service à un certain nombre d'hommes, parce que effectivement on était dans une sorte de relâchement comme ça hédoniste des mœurs. Seulement, j'ose la thèse, il me semble que ça ne correspond pas à la nature féminine, hein, ce concept de nature que la déconstruction a dans le viseur. En effet, ça faisait peser sur elle une injonction qui n'est pas féminine. C'est-à-dire que les femmes aiment contrôler leur propre sexualité et surtout, elles sont tendanciellement monogames. Donc le fait de se livrer comme ça à de multiples expériences, même les études récentes sur la sexualité des Français le montrent, c'est dans certains milieux un fantasme que de croire qu'on est dans le dévergondage et que les femmes jusqu'à 30 ans ont 15 000 partenaires. Ça n'est pas vrai en réalité. Donc elles ont sifflé pour une part instinctivement la fin de la récréation, si j'ose dire, libertaire. Et puis à cela, c'est lié le courant issu des campus américains, donc thématisant la déconstruction des années 60, mais y ajoutant l'ingrédient du puritanisme protestant avec son agressivité systématique, et qui vont commencer à mettre en accusation la sexualité masculine, et puis par extension, je dirais, l'homme lui-même. Et c'est de là que le libertarisme est devenu répressif, comme je le dis. Alors on peut dater, je dirais que ça commence dans les années 90, et puis ça bat son plein en ce moment, hein. On est vraiment là dans cette configuration. Oh là, je ferai un peu d'étymologie sans pédantisme, mais virilité vient de vis, viris, donc la force, les forces. Il me semble que c'est une propriété qui est à la fois culturelle et naturelle. Culturelle parce qu'on n'a pas attendu les féministes ou les sociologues d'État de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle pour savoir que l'humanité ne se définit pas par une naturalité pure, que effectivement l'humanité est pétrie par tout un travail patient de la culture, ça naturellement, et par conséquent la virilité elle-même ne peut répondre à une forme unique, absolument universelle et totalement identifiable. Cela étant dit, il y a tout de même une disposition naturelle, ça les déconstructeurs aiment moins, une sorte d'exis, comme disaient les Grecs, qui porte davantage les hommes à l'exercice public de la force. Alors, si vous me demandez quelle est ma définition, moi je ne sépare pas la virilité de la vertu. C'est-à-dire que pour démarquer Blaise Pascal, il faut la force sans laquelle la vertu est impuissante. Parce qu'une vertu qui ne se défend pas, il faut du courage, en d'autres termes, pour atteindre à des formes d'excellence et pour faire valoir le bien commun même, au plan politique. Mais il faut aussi la vertu sans laquelle la force est tyrannique. C'est-à-dire que la virilité, c'est pas la force exercée
par le castagneur du samedi soir, par la terreur de cours d'école, par le bastonneur de femmes, etc. Non, non, c'est une force qui se contraint, puisque la vertu est discipline, effort sur soi, et il me semble qu'on trouve là une bonne formule de la virilité. À l'échelle culturelle, il me semble que la France, si durement attaquée par le néo-féminisme, proposait finalement oui, une formule de la virilité qui n'était pas si mauvaise, hein, cet alliage de force et de vertu justement, et puis un peu rigolarde, galante, etc. Il y a d'autres cultures, je pense bien évidemment au monde islamique, où la virilité s'exprime effectivement de façon beaucoup plus séparatiste pour le coup, et dominatrice, mais je dirais de façon un peu tyrannique, la force sans la vertu, qu'en Europe et tout particulièrement en France. Quant à la question de savoir si des femmes peuvent être viriles, oui bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Bon, alors la question c'est de savoir de quelle virilité on parle, et j'ai tendance à penser que si on revient tout de même de la culture à la nature, les femmes sont disposées à d'autres formes de vertu que celle de la force exercée dans l'espace public. Hein, force de la loi, force qui institue également un ordre symbolique, force de la vertu au sens éthico-civique, au sens antique du terme. Elles exercent d'autres types de vertus qui vont davantage être dans l'ordre de la conservation, de l'ordre symbolique créé par les hommes, qui vont être celles de la pérennité, de la conservation aussi de la lignée, d'une forme de prudence. Bon, après, on a vu effectivement dans l'histoire de grands personnages féminins qui paraissent avoir tué la jeune fille qui était en elles, avoir vu le cadavre de la jeune fille qu'elles ont été voguer là comme ça sur le fleuve en contrebas. Je pense, je sais pas moi, Catherine de Drussy, Margaret Thatcher, Benazir Bhutto. Bon, sont-elles encore des femmes au sens plein et entier? J'ai tendance à penser que non. En revanche, il y a des figures comme Marie-France Garot, etc., généralement pas dans le rôle de chef, justement. Je pense dans une organisation politique, les femmes peuvent être précieuses, mais je ne crois pas qu'elles doivent exercer le rôle de chef, ou alors ça veut dire qu'elles sont passées à autre chose. Elles ont je dirais, suffisamment martyrisé leur féminité, comme Margaret Thatcher que j'évoquais, pour assumer la violence des rapports publics et des rapports historiques. Oui, bah là, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est le cas de le dire. J'évoquais en commençant l'immense prétention des théoriciens ou théoriciennes du féminisme à résumer l'histoire universelle à travers la domination masculine, à faire de la domination masculine le pivot de toute l'histoire universelle. Bon, c'est une thèse qui ne tient pas, c'est évident. Le patriarcat du steak de Françoise Héritier étant sans doute l'un des accès les plus ridicules de ce délire. Et effectivement, on pourrait leur dire, mais bon, d'abord, administrer la charge de la preuve, et même quand les données sont lacunaires, je pense à l'archéologie, c'est la qualité des interprétations qui départage, je dirais, les théories. Olivia Gazalet, sur laquelle je m'acharne, parce que c'est un combo, c'est vraiment une synthèse de tous les courants du féminisme et même du post-féminisme, quand elle dit que les déesses de la maternité sont le symbole, autour du 2e millénaire avant notre ère, d'une relation plus équilibrée, je cite, entre les hommes et les femmes, et plus équilibrée du point de vue d'un professeur de Sciences Po du XXIe siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'en sait strictement rien, il y a des interprétations possibles. Bon, on pense plutôt que le néolithique étant le mouvement qui fait passer du nomadisme à l'agriculture, eh bien c'est la célébration des forces de la fertilité à travers le symbole féminin. Bon voilà, moi j'en dis pas plus. Mais il y a en effet une grande prétention et puis une sorte, oui j'ai évoqué la misandrie, là on emploie des termes un peu précieux, disons la haine de l'homme, mais il y a aussi une andromachie, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de pourchasser le mal et d'en faire le mal, bon c'est un jeu de mots assez fréquent, c'est pas moi qui l'invente, à travers toute l'histoire universelle, à ceci près, et ça j'y tiens, que ces féministes-là concentrent leurs efforts et leur sens civique, qui parfois brouille leur épistémologie, eh bien, concentrent leurs efforts sur la seule civilisation occidentale, en laissant jouir, encore une fois, les autres, d'une immunité presque complète, ou en mettant, comme Olivia Gazalet, sur le même plan, le mariage d'enfants, de filles de 8 ans au Yémen, et le côté graveleux de la fête de la bière à Munich.
Bon, quand on en est là, on a gagné le droit de se taire, d'aller relire Claude Lévi-Strauss, voilà, un immense anthropologue, dont la qualité, la finesse des hypothèses est pour le coup tout à fait prodigieuse, finesse des hypothèses où Nietzsche voyait la marque du véritable esprit scientifique. C'est pas l'amas de connaissances, c'est pas même l'assemblage comme on peut de différentes connaissances et de différentes perspectives qui signale le véritable esprit scientifique, mais c'est la qualité des hypothèses. Quand on prend un risque, alors si prendre un risque, ça consiste à imaginer un patriarcat du steak comme si hommes et femmes n'avaient pas été solidaires, si vous voulez, et aujourd'hui encore, les femmes sont même solidaires de certains ordres culturels oppressifs pour elles, oppressifs selon nos critères, je pense à l'excision, je pense au port du voile. Bon, donc je rêve, oui, que ces néo-féministes retournent lire quelques livres, ça leur fera le plus grand bien, et puis aussi, tiens, sur un autre plan, qu'elles s'essayent un jour à être vraiment gentilles avec un homme, vous verrez, ça changera leur vie. Alors là, je crois qu'il faut remonter, c'est une question là de philosophie et d'histoire assez ardue, hein. Il faudrait remonter aux origines de la déconstruction. Alors, un certain nombre de francophobes rappellent que les French théoristes, hein, pas terroristes, mais théoristes des années 50-60, sont la source d'inspiration des campus américains dont j'ai parlé. C'est vrai, mais il faut quand même remarquer que ça n'a produit d'effet qu'en revenant des États-Unis, c'est-à-dire que les philosophies ou les pensées de Deleuze, Foucault et Derrida principalement n'ont pas infusé dans les mœurs avec la même brutalité que depuis quelques années et à travers le vecteur américain, parce que les Américains sont les meilleurs en soft power, hein. Tiens, j'évoque la Russie, les Russes sont nuls en soft power, ça il faudra qu'ils progressent un jour. Donc, si vous voulez, cette déconstruction au départ, si on veut l'envisager à minima, on peut considérer qu'il s'agit d'une entreprise de vigilance critique à l'égard des catégories issues de la tradition. Substance, cause, effet, substance, accident, identité, altérité, etc. Bon. Et ça, on peut dire que ça a été pratiqué à plusieurs reprises. Bon, Descartes fait ça au XVIIe. On pourrait dire que chaque époque, d'une certaine manière, révise, réévalue les catégories de la tradition philosophique occidentale. Mais je crois qu'il y a plus et qu'il faut envisager ces pensées à travers l'ennemi qu'elles se donnent. En effet, ça n'est pas innocemment que Derrida, surtout Lévinas aussi, Deleuze dans une moindre mesure, déconstruisent les grandes catégories de la pensée occidentale. Il me semble qu'il s'agit non seulement d'un procès philosophique, mais d'un procès tout court. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une certaine manière de faire rendre gorge à cette tradition de ce qui serait sa propre violence. Alors c'est Lévinas qui dit que l'être c'est le meurtre, hein, c'est-à-dire la pensée ontologique, eh bien c'est le meurtre de l'autre, mais l'autre en fait c'est le visage de Dieu, donc on fait passer de la théologie comme ça en contrebande, et du talmudisme. C'est Derrida qui considère qu'il faut déconstruire le logos occidental à travers la catégorie d'écriture, alors catégorie assez floue d'une certaine manière, mais qui déjouerait comme ça tous les grands partages de la tradition occidentale. Et puis c'est Foucault qui considère qu'au fond, la pensée elle-même, alors c'est Barthes qui dira que la langue est fasciste par elle-même, hein, mais Foucault, bon, opère, après avoir été un confortable fonctionnaire universitaire jusqu'en 1968, opère une critique radicale des institutions qui seraient toutes des lieux d'oppression, le pouvoir étant absolument immanent à toutes les réalités institutionnelles. Bon. Dans ces trois cas-là, on voit bien qu'on s'en prend quand même à ce qui constitue donc la tradition occidentale. On aurait le droit. Le problème, c'est où ça mène. Et effectivement, on en vient au délire que vous évoquiez là, micro-identités qui sont comme ça itératives. Ça paraît sans fin, hein. On va se définir comme lesbienne, non cis, fluide, mais binaire, binaire le mercredi et puis non binaire en vacances. Bon, c'est sans fin. Et ça, je crois que c'est l'effet lointain de cette déconstruction, ou l'effet proche plutôt de cette déconstruction qui, d'une certaine manière, n'est pas simplement un exercice de vigilance critique, disais-je, sur les catégories de la tradition rationaliste occidentale, mais un irrationalisme. En tout cas, ça dispose les conditions comme ça d'un irrationalisme. Et je pense au rhizome de Deleuze, que Deleuze opposait aux arbres. Alors il y a les arbres,
voilà, les substances, la tradition, les identités classiques, et puis il y a les rhizomes, qui seraient des sortes comme ça de prolifération végétale, et qui seraient d'une certaine manière l'image de la liberté elle-même. Donc la liberté ne serait jamais dans l'ordre, ne serait jamais dans l'institution, ne serait jamais dans la permanence, ni dans la substance, ni dans l'identité, mais précisément dans ce qui vient la déjouer. Et là on va trouver, il y avait un témoignage dans je ne sais plus quel livre, d'un ancien journaliste de Libération qui racontait que dans les années 70, il y avait des travelots, il y avait des junkies, etc., qui débarquaient dans la rédaction et personne n'osait les virer parce qu'ils étaient précisément le visage, d'une certaine manière, de la nouvelle liberté sur les décombres de cette civilisation occidentale que toute cette génération, qui en a beaucoup reçu, hein, institutions, santé, prospérité, et à laquelle elle a très peu rendu. Voilà, j'en dis pas plus, sinon ça serait encore un autre entretien. Mais donc, je crois que cette absurdité-là, de l'autodéfinition, hein, comme si on pouvait, c'est la théorie du genre, hein, comme si on pouvait, comme ça, en se levant chaque matin, se redéfinir, c'est-à-dire le refus de toute ontologie, de toute permanence, de toute différence sexuelle, et des rites qui précisément la manifestent dans la culture, eh bien ça c'est effectivement une forme d'irrationalisme, et de narcissisme aussi. Hein. Et puis je ferai remarquer pour terminer que cette autodéfinition permanente, cette espèce de manière de porter en bandoulière son identité sexuelle comme identité sociale, ne concerne précisément que les néo-féministes, le mouvement LGBT, etc. On ne voit pas les hommes hétérosexuels, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des préférences, bon, je sais pas, il y en a qui sont adeptes du SM ou de l'échangisme, bon, ils pratiquent, mais ils n'en font pas une identité sociale. Hein, ils ne font pas une échangiste Pride ou une SM Pride. Bon. Donc, il me semble que véritablement, là, on est vraiment au cœur de cet irrationalisme narcissique et qui se définit, encore une fois, par son ennemi. Hein, parce que toute la lesbienne, fluide, etc., le grand ciment fédérateur, c'est ce qu'ils appellent le patriarcat, mais c'est d'une certaine manière l'homme blanc occidental et tout particulièrement français. Alors que franchement, avoir un peu de connaissance de l'histoire de France devrait faire savoir que la femme a toujours joui, sauf peut-être au 19e siècle. Là, j'admets une période là, de patriarcat, disons, dur et serré au plan juridique, au plan social, qu'il faudrait analyser, il faudrait comme ça détailler, mais au XVIe siècle, tous les voyageurs qui viennent de loin, je pense même pas de très loin d'ailleurs, un voyageur espagnol, il disait mais pourquoi toutes ces femmes sont-elles dans la rue, le poitrail comme ça ouvert, pourquoi parlent-elles, prennent-elles la parole? Parce que oui, un des arguments des féministes quand on leur objecte le XVIIe siècle, où le pouvoir des femmes n'a jamais été aussi important dans la société, alors répondent oui, mais ça ne concernait que les hautes classes, quoi. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'elles en savent? Bon, là encore, hein, allez lire des livres, hein, ça vous fera du bien. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que même dans la paysannerie et la petite urbanité, eh bien, il y avait une place comme ça du féminin, une expression du féminin, un Marianne. Hein, bon, voilà, quelle république s'est donné ce symbole aussitôt? Alors je ne ferai pas œuvre de prophète parce que je n'en sais rien, je sais qu'il est toujours plus facile et rapide de détruire ou de dissoudre un système de mœurs que de le fonder ou de le refonder. Un système de mœurs viable, s'entend. Effectivement, je ne crois pas qu'on vive dans la déconstruction, d'une certaine manière. Je crois qu'on... Oui, on se sépare plutôt, on se sépare, on se jette à la tête des anathèmes, et donc je ne crois pas que ça soit une proposition anthropologique durable. Mais une fois que j'ai dit ça, oui, parce que, oui, ça me fait penser, tiens, je vais faire juste une petite parenthèse et revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui caractérise le post-féminisme ? Parce que, encore une fois, les mouvements LGBT, néo-féministes radicaux sont marginaux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'exercent pas une immense force de prescription sociale. Bah, écoutez, il y a le cycle du don, vous savez, chez Marcel Mauss, hein, c'est-à-dire donner, recevoir, rendre. Mais 2 siècles ou 1 siècle et demi avant Mauss, Beaumarchais décrivait ainsi le cycle des relations à la cour. Recevoir, prendre, demander. Voilà. Et bien, il me semble que quand on institue un régime de séparation entre hommes et femmes, où le féminin a de plus larges marges d'arbitraire pour exprimer son arbitraire, ce qui ne veut pas dire que les hommes ne soient pas responsables de l'ordre actuel des choses. Les hommes sont toujours responsables de l'ordre des choses.
Mais ce ne sont pas les femmes qui le fondent. Hein. Là, c'est vraiment Soros, c'est Netflix, c'est les campus américains, et derrière, il y a des hommes. Hein. Il n'y a pas de révolution accomplie par des femmes. Simplement, il y a une exploitation de ces leviers comme ça du néo-féminisme par un trop grand nombre de femmes, de françaises et d'occidentales. Oui, ben, c'est ce régime d'égoïsme et de séparation et de récrimination permanente que je juge dysfonctionnel. Je ne crois pas que ce soit un très bon facteur de natalité, ça provoque un grand nombre de divorces. Alors, on pourra m'objecter qu'en Russie, il y a aussi un grand nombre de divorces. Ça renvoie un peu à d'autres causes, à la fin de l'Union soviétique et aux années 90. Mais c'est un fait. Je ne dis pas que la famille est tout à fait fonctionnelle en Russie ou harmonieuse, plus joli comme ça. Bon. Les Russes ont bien des problèmes. Mais effectivement, je ne crois pas que ça puisse durer éternellement, d'autant plus que ce système, ou plutôt cette représentation comme ça des rapports hommes-femmes, est concurrencée aujourd'hui même dans les pays européens, et tout particulièrement en France et en Angleterre, par une présence immigrée extra-européenne massive, qui importe un système de mœurs, ou des systèmes de mœurs, qui pour eux, pour le coup, ne sont pas déconstruits, hein, et sont même largement traditionnalistes, voire traditionnistes pour ceux auxquels ça plaît. Donc voilà, il me semble que ça ne pourra pas tenir 107 ans. Maintenant, on est dans un temps intermédiaire entre la rapidité du temps politique, la lenteur du temps historique, et puis ce temps des mœurs, là, qui effectivement connaît une durée intermédiaire. Moi, est-ce que je verrai le début d'une réaction avant mon dernier souffle, d'une réaction classique, hein, il ne s'agit pas d'être rétrograde, je n'en sais rien, je l'espère, et je le souhaite surtout aux plus jeunes.